Choix 98.1. Choix Radio X. Bon lundi, Michel, comment ça va? Bonjour, Dominique, ça va très bien. Michel, les fameux journalistes qui en connaissent tant sur l'économie, qui viennent nous dire que, ouais, la récession s'en vient, faites attention. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Écoutez, même avant l'élection de Donald Trump, oui. Le New York Times y allait de grandes analyses avec des prix Nobel pour dire qu'avec Donald Trump, l'économie allait littéralement s'effondrer. Exact. C'était ça, là, il y a, en 2016. Oui. Mais ce qu'on constate depuis, évidemment, Donald Trump n'a pas lésiné, il a emprunté lourdement. Et le résultat est que finalement, mois après mois, semestre après semestre, l'économie américaine est toujours plus forte que prévu. 128 000 dont vous parliez, ben réalisez-vous que c'est 40 000 emplois de plus que le consensus des économistes. Et ça, je pourrais vous en donner des exemples, des dizaines depuis au cours des dernières années. Et même les chiffres, là, on parle des chiffres d'octobre, 128 000, mais les chiffres de septembre, les chiffres du mois d'août ont été revisés à la hausse. Évidemment, 128 000, c'est pas 200 000, comme ça s'est produit au cours des derniers mois. Mais il faut réaliser que l'économie américaine est en train de vivre sa plus longue période d'expansion de tous les temps. Alors évidemment, on peut toujours se poser la question, et on doit se poser la question, s'il y aura une récession. Mais là, les indices sont pas de cette nature-là. C'est pas le consensus qu'il va y avoir une récession. Et comme vous le dites, les journalistes, à l'affût des mauvaises nouvelles comme toujours, eh bien, mettent ça en relief, mais oublient la big picture de l'économie américaine avec un taux de chômage sans précédent depuis 50 ans, comme vous y avez fait allusion. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? C'est que le président chinois Xi va peut-être venir en Iowa, qui ont été lourdement affectés par les querelles commerciales, pour signer un accord commercial sans précédent avec la Chine. Qu'est-ce que vous pensez que ça va faire? Ben, on a eu les résultats vendredi. Le Dow Jones est à 27 000 points. Non, c'est en feu. Tous les indices, et ça c'est évidemment très important pour les portefeuilles et pour les caisses de retraite de l'ensemble des travailleurs américains, eh bien, la bourse est à la hausse malgré des ressacs et qui sont dans la nature même du marché boursier. Mais je reviens sur ce que vous disiez. Les journalistes qui mettent ça en exergue, ben, ils devraient se rendre compte qu'il va peut-être falloir d'autres choses pour dégommer M. Trump à la présidence. Ils ont fait chou blanc avec l'histoire de la Russie. Ben, sur l'économie, je pense que c'est plutôt mal barré. Et là, ça m'amène à une autre chose. Juste une petite parenthèse, mon cher Michel, en ce lundi. Je trouve ça intéressant, l'histoire de l'Iowa et de Xi Jinping. On dit qu'il a séjourné dans l'Iowa aussi en 85 pour y étudier l'agriculture. Oui, il était venu voir sur place à ce moment-là. Il n'occupait pas les fonctions qu'il occupe aujourd'hui, mais il était venu voir sur place comment ça fonctionnait. Donc c'est un win-win. Si ça se traduit, si ça se réalise, ben, il ne sera pas, disons, en terrain inconnu. Alors, moi, je veux revenir sur des choses que j'ai trouvées sur les réseaux sociaux cette semaine, en fin de semaine, et qui m'ont interpellé. C'est l'actualité qui a fait une enquête et a demandé aux différents journalistes qui se réclament scientifiques au Québec, de Radio-Canada, du Devoir, du Soleil, d'Actualité, pourquoi ils ne
tiennent jamais compte de ceux pour qui le climat est une chose très importante, mais les changements climatiques plus ou moins qu'on vit, eh bien, ne seraient peut-être pas attribuables aux fameuses émissions de CO2 des humains. Et là, c'est assez intéressant, merci, on se rend compte que tous les journalistes qui couvrent l'actualité scientifique au Québec, eh bien, n'ont pas de formation scientifique. Aucune. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Ah, c'est donc bien bon ça, matin. Yannick Villedieu, animateur des Années-Lumière de Radio-Canada, ex-animateur, mais qui est toujours dans le circuit, eh bien, pour lui, là, interviewer les sceptiques, ceux qui ne pensent pas comme l'ONU, eh bien, il n'y a tout simplement, et je le cite, il n'y a tout simplement pas de place pour la non-science dans une émission scientifique. Ben, voilà. Lui-même n'est pas scientifique, il n'y a pas d'affaire là. Lui-même n'est pas scientifique, mais lui-même a tranché. Mais c'est pas juste un. Sophie-André Blondin, animatrice, la nouvelle animatrice d'Années-Lumière à Radio-Canada, formation, bac en communication. Monsieur Villedieu, lui, avait des études à l'École supérieure de journalisme de Lille. Le diplôme, on ne le sait pas. Et Sophie-André Blouin, bac en communication, profil, cinéma. Oh, non, responsable de l'émission scientifique à Radio-Canada. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, si à chacun des reportages sur le climat, on donne 50% du temps de parole à un climato-sceptique, eh bien, on recule. Voilà. C'est tranché, la messe est dite, tout le débat est entendu. Alexandre Shields, du Devoir, le journaliste, donc, qui est affecté, qui couvre, qui écrit, qui est très prolifique. Un autre Lucamien. Oui, qui écrit plusieurs articles par mois sur les changements climatiques. Formation, UQAM, formation, bac en communication. Et lui dit, la démonstration factuelle la plus solide, selon les rapports du GIEC, les climato-sceptiques n'ont plus de place dans le débat. C'est lui qui dit ça, c'est pas moi. C'est lui qui décide de son propre chef, sans aucune formation scientifique, d'écarter tous les scientifiques qui ne pensent pas comme l'ONU. Jean-François Clich, du journal Le Soleil, formation, bac en histoire. Alors lui aussi, il ne remet pas en question le consensus scientifique de l'ONU. Pascal Lapointe, rédacteur en chef chez Agence Science Presse, formation, Université Laval, bac en communication et maîtrise en histoire. Ce qu'il dit, c'est analogie boiteuse de la guerre. Il fait une analogie avec le tabac en disant, voyez-vous, c'est la même chose qui se produit pour les changements climatiques. On l'a dit au niveau du tabac, les compagnies pendant des années et des années ont prétendu qu'il n'y avait rien. C'est la même chose qui se passe. Il a décidé. Alors, voyez-vous, ces journalistes, ça m'inquiète. Parce qu'on ne demande pas aux journalistes, fondamentalement, de trancher des débats. On demande aux journalistes de mettre en perspective certains faits qui viennent des uns et des autres. Grosso modo, de nous donner les deux revers de la médaille. Et si on parle de CO2, c'est quand même la base, les CO2, là. Alors, au lieu d'être des perroquets de l'ONU, peut-être pourrait-il nous montrer l'importance des CO2 dans les gaz à effet de serre. As-tu vu la couverture de quand Rénal Duberger a perdu sa bourse à l'Université Laval? Tous les journalistes se sont mis à danser. Enfin, c'est la science qui a gagné. Enfin, on s'est débarrassé de Rénal Duberger. J'ai trouvé ça quand même odieux. Bah, écoutez, c'est certain. Écoutez, moi, ça fait 10 ans que je suis sceptique et je ne m'en cache pas. Mais de le dire dans un cercle d'amis que vous êtes sceptique quant au climat, c'est comme si vous étiez devenu soudainement un pestiféré de la pire espèce. Oui. Alors que moi, je le sais pour discuter avec des gens, je m'aperçois que les gens ne connaissent rien au climat. Ils n'ont pas lu un seul livre sur le climat, y compris ceux d'Al Gore. Je les ai tous, j'en ai une vingtaine chez moi. Et donc, si on parle des CO2 qui
viennent généralement après le réchauffement plutôt que le précéder. C'est quand même important de le dire. Ben, on ne le dit pas. Al Gore qui nous a fait peur, est-ce que ça sonne pas une cloche, ça? Ce gars-là vaut aujourd'hui 300 millions de dollars. Est-ce que ça ne devrait pas nous indiquer qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce domaine-là, que toutes les énergies renouvelables dont on nous vante les mérites, qui accroissent la facture des consommateurs à travers le monde? Al Gore qui a dit que la cape polaire... de milliards. Donc, il y a des objectifs de politique publique derrière tout ça, au-delà du débat scientifique comme tel. Absolument. Mais non, on n'en parle pas. Al Gore qui a prédit quand même que la calotte polaire serait totalement fondue à l'heure actuelle. Écoutez, il avait dit ça pareil. Il avait dit quand même ça. Prévision d'Al Gore. Je vous conseille de lire le livre d'Al Gore qu'il a publié en 2005. Inconvenient Truth. Regardez toutes les prévisions qu'il faisait. Et là, c'est intéressant, ça. De plus en plus, après le réchauffement climatique, on est passé au changement climatique. Après les changements climatiques, on est passé au dérèglement climatique. Voyez-vous, l'utilisation des mots, et maintenant, on fait des prévisions. On s'est trompé là, sur 10 ou 15 ans, mais là, maintenant, c'est des prévisions sur 100 ans. Écoutez, regardez en fin de semaine, moi, j'ai passé l'Halloween à Bromont. J'étais à Bromont. Heureusement, il n'y a rien eu. Tous les policiers étaient là, les pompiers, la rue avait été fermée, les jeunes circulaient. On n'avait pas volé la fête de l'Halloween aux enfants comme on l'a fait à Montréal et dans d'autres municipalités. Le lendemain, à Bromont, à cause des vents, dont on n'avait pas prévu, eh bien, à cause des vents, il y a eu mort d'homme, la seule personne qui soit décédée au Québec. Donc, écoutez, en l'espace de 24 heures, on se trompe. Est-ce qu'on pourrait se tromper sur une période de 100 ans? Je pense qu'avec le climat, toute la question du climat, c'est une question d'humilité. Le climat, là, c'est beaucoup plus gros, beaucoup plus important qu'on ne l'imagine. Et il suffit de lire un petit peu là-dessus pour se rendre compte même on ne s'explique pas, moi je ne m'explique pas que des journalistes en viennent à conclure d'une façon aussi impérative sur qui on doit interviewer et qui on ne devrait pas interviewer. Et au final, je vous dirais que j'ai commandé récemment, il y a quelques semaines, 2 livres sur les changements climatiques, The Mythology of Global Warming et The Real Inconvenient Truth. Eh bien, figurez-vous que je me suis trompé. Il m'en est arrivé une demi-douzaine de chacun. Alors, je propose ce matin à nos journalistes scientifiques sans formation scientifique, je vais leur en faire parvenir chacun un exemplaire s'ils m'en font la demande. Je sais qu'ils sont à l'affût de tout ce qui se passe en matière de changement climatique. Alors, ce sera gracieusement, mon cher. C'est très bon. Ils savent vous te rejoindre. On se comprend, là, Michel? Absolument. Ce matin, dans le Journal de Québec, il y a une photo de quelqu'un qui... est allé, en tout cas, enterrer son chat à Rivière-Saint-Charles, mais finalement, il s'est mis à fouiller tout ça, tombe sur des fossiles de 450 millions d'années trouvés à Québec. C'est quand même incroyable. On se rend compte, finalement, que la Terre, elle est vieille. Maman, la Terre, elle est très, très vieille, 450 millions d'années. Mais nous, les pseudo-scientifiques qui hurlent dans les médias à longueur de journée, lève dans les airs des graphiques depuis 1950. Ah, depuis 1950, ça s'est réchauffé de 0,8. Oui, mais regardez l'entièreté de l'évolution. Comment ça s'est déroulé sur l'ensemble de la vie de la Terre? Je ne reculerai pas à 4,5 milliards d'années pour la Terre, mais je vais vous donner un exemple. Oui. Les CO2, c'est quand même, au départ, ce qui nous interpelle. L'augmentation des CO2 qui fait augmenter la température. De 1940... ou 45 à 1970, il y a eu une augmentation, c'était après la guerre, c'était la reconstruction, il y a eu une augmentation fulgurante des CO2 autour de la planète. Eh bien, au cours de cette période-là, le climat de notre fameuse Terre, là, et c'est reconnu et c'est documenté, s'est refroidi. Donc, voyez-vous, quand on fait la corrélation entre l'augmentation des CO2 et l'augmentation de la température,
ça ne fonctionne pas. J'ai pas besoin de vous rappeler le fameux bâton d'hockey de Michael McMahon aux États-Unis qui avait gommé comme par hasard les températures du temps des Vikings et des Romains qui étaient beaucoup plus supérieures à celles d'aujourd'hui, de l'ordre de 2 degrés Celsius. Michel, c'était succulent ce matin. Je te remercie. Passe une belle semaine. Je te remercie. Passe une belle semaine. Je te remercie.